IDFM 98 de la bande FM. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Nous n'irons pas faire un tour en forêt ce soir avec la sylvothérapie comme nous avons fait il y a quelques temps, mais plutôt nous allons essayer de comprendre quels sont les bienfaits magiques des arbres ce soir avec Stéphane Krebs, qui fait partie d'une 3e génération d'une famille de jardiniers amoureux de la nature. Il est maître paysagiste, spécialiste en grands arbres et membre de l'association suisse de soins aux arbres. Bonsoir Stéphane Krebs. Oui, bonsoir madame. Bonsoir, donc vous êtes spécialiste des grands arbres, vous êtes en Suisse. Oui, c'est exact, je suis dans la région de Montreux, au bord du lac Léman, un peu comme chez vous, au bord d'un lac. Oui, alors il y a moins d'arbres autour du lac d'Anguin que sûrement autour du lac de Montreux. 3e génération d'une famille de jardiniers. Vous avez toujours vécu avec les arbres? Oui, j'ai totalement vécu mon enfance parmi les arbres. Mon papa m'emmenait en forêt, m'expliquait les arbres, comment ils fonctionnaient, ce qu'on pouvait comprendre d'eux, ce qu'on pouvait entendre. Il m'a montré les soucis mortels, il m'a expliqué les relations entre les champignons, les intimes relations entre les champignons et les arbres. Tout ça, c'est vrai que ça a bercé mon enfance. Et la sienne également, par rapport à son papa, c'était la même chose, oui. Alors les souches immortelles, allez, on peut démarrer là-dessus. Ce sont quoi les souches immortelles? Alors, les arbres sont connectés entre eux par leurs racines, soit par des greffes naturelles de racines similaires entre arbres de même espèce, mais également avec les mycéliums, c'est les petites racines des champignons, si j'ose m'exprimer ainsi. Quand on rebouille le sol forestier, on voit ces petits filaments blancs, et ben c'est ça c'est les ifs et les mycéliums de champignons. Et au travers ces mycéliums, arrivent à communiquer, à se transmettre et des informations et de la nourriture, les arbres. Ce qui veut dire qu'il y a des fois des souches qui sont coupées, qui ne redémarrent pas, qui ne repoussent pas, mais qui ne pourrissent pas. C'est-à-dire qu'elles sont alimentées par les autres arbres, par solidarité. Oui. Vous connaissez le livre de Peter Wohlleben, c'est ça? La vie secrète des arbres, c'est Oui, j'ai eu l'occasion de le lire, oui. Oui, donc c'est bien de faire parler les arbres. En vérité, vos livres, à tous les deux, sont des livres qui donnent la parole aux arbres. Oui, absolument. Et surtout, l'idée, c'est de donner les pistes pour mieux les comprendre, mieux les comprendre, et puis c'est-à-dire quels sont leurs besoins, leurs attentes. Certains, ils en ont, d'autres pas, et puis surtout pour pouvoir les préserver. Alors, vous aviez aussi chez votre grand-père un pommier qui avait 8 variétés différentes. Il l'avait greffé pour qu'il ait 8 variétés différentes sur le même pommier. C'était effectivement chez ma tante, il y avait 8 variétés sur un même arbre, oui. Mais il n'a pas vécu longtemps. Il s'est un petit peu épuisé à force de vouloir toujours produire, puisque vous voyez, 8 variétés différentes, ça absorbe de l'énergie. Alors, est-ce que c'était pour ça, pour autre chose? Enfin, c'était possible d'avoir un pommier avec 8 variétés différentes, avec des périodes de fructification à des moments de l'année différents. Alors, ce qui est intéressant, c'est de savoir qu'on a poussé très loin la connaissance des arbres par rapport au greffage, déjà depuis des siècles. Mais est-ce que c'était favorable aux arbres ou pas? On n'a pas été jusqu'à les comprendre, jusqu'à comprendre comment ça fonctionnait réellement, leurs besoins et leurs attentes. Donc on était dans la technique très loin, mais au niveau de la philosophie, nettement moins. Vous parlez des arbres à clous, de cet arbre que vous avez été obligé de couper, et il y avait des clous dedans. C'était un arbre qu'un maréchal ferrant devait certainement ferrer les chevaux sur cette place. Vous avez trouvé plein de clous dans le tronc, c'est ça? Oui, c'était un tilleul, un très vieux tilleul qui était à côté d'une église. Et on m'avait demandé un avis pour savoir est-ce que cet arbre est sain ou pas. Et en fait, il était totalement creux. Donc on a dû déjà bien expliquer aux gens, parce que c'est quelque chose d'emblématique. Vous imaginez, un tilleul qui a 200, 300 ans, il a fait les mariages, les enterrements, les cérémonies d'enterrement de génération en génération. Donc tout le monde l'a vu et tout. Donc c'est un arbre symbolique et emblématique. Et du coup, on a dû beaucoup expliquer aux gens pourquoi, comment. Et effectivement, quand on l'a coupé, par rapport à sa dangerosité, il y avait des clous dedans. On a trouvé des clous de chevaux. Alors, est-ce que c'était des clous parce qu'on ferrait les chevaux à côté? C'est la première idée qui peut nous venir. Mais aussi, les arbres à clous, c'est-à-dire qu'on frottait le clou sur une dent où on avait mal, et puis on le plantait dans un tronc, et le mal
devait disparaître. Alors c'était valable pour l'émeraude d'eau, mais aussi pour d'autres choses. Donc est-ce que c'était ça ou pas? On n'a jamais su, on n'a jamais vraiment su. Ah, c'est amusant, c'est un peu comme le clou de girofle, mais c'est plus à mettre dans un arbre alors. Mettre un clou dans un arbre pour passer un mal dedans. Exactement, donc c'était une croyance. Alors est-ce que c'est avéré ou pas? Ça, j'ai pas essayé. Je trouve la peine à planter des clous dans les arbres, mais voilà, c'est contre nature pour moi. Alors ce qu'on fait souvent dans les arbres, c'est qu'on y dessine des cœurs. Ça, c'est peut-être pas très bon pour l'arbre. Alors effectivement, le fait de graver l'écorce, après il va refermer cette plaie, et du coup, ça va lui prendre de l'énergie. Après, c'est pas du tout indiqué, mais il y a pire, je vous rassure, au niveau de ce qu'on voit sur les arbres, avec des grosses coupes, des arbres mutilés, décapités, c'est bien pire. Et là, je pense que ça mérite une explication pour les auditeurs, c'est-à-dire que un arbre, si c'est un arbre qui a un bois qui est très léger, qui est très sensible à la pourriture, par exemple le bouleau ou le peuplier, les coupes qu'on fait ne doivent pas être plus de 4 cm. Et puis pour un arbre, un bois dur, comme par exemple le pin ou le chêne, ça ne doit pas faire plus que 8 cm. Alors pourquoi? Simplement parce que l'arbre, il n'a pas la faculté de cicatriser, comme nous on a cette faculté-là. C'est-à-dire que le bois qui est altéré à l'intérieur suite à cette coupe, il restera toujours altéré et il continuera à être rongé par les champignons linivores qui donnent les troncs creux. Et pourquoi cela? Parce qu'il n'arrive pas à recouvrir sa plaie. Parce que la stratégie de lutte de l'arbre par rapport à une grosse coupe, effectivement, par rapport aux champignons qui font pourrir son bois, c'est qu'il recouvre sa plaie le plus rapidement possible avec ces bourrelets de recouvrement qu'on voit avant que le champignon ait pu progresser trop loin dans le bois. Parce que sa stratégie, c'est d'isoler le champignon, de le priver d'oxygène. À partir du moment où le champignon n'a plus d'oxygène, il est stoppé dans sa progression. Du coup, si on fait des grosses coupes de 20, 30, 40 cm, l'arbre n'arrive jamais à recouvrir sa plaie, ce qui veut dire que le champignon, il saisit à vivre. Donc c'est la mort d'un arbre. Donc il faut faire vraiment des petites coupes sur les arbres. Et ça, c'est tout récemment qu'on a appris ça, déjà par sensibilité, parce que quand on ressent les arbres, on se dit maintenant on est en train de lui faire mal si on coupe trop gros. Et puis si on taille avec une taille douce, parcimonieuse ou autre, on se rend compte que l'arbre se porte mieux. Mais maintenant, on a l'explication scientifique par rapport à ça. Mais en ce qui concerne les branches mortes, il faut quand même les tailler. Alors un arbre, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'a pas besoin de l'homme pour vivre. L'arbre était là bien avant l'humanité, puisque l'arbre a 1250 fois plus l'expérience de la vie que nous, c'est-à-dire qu'il était là 1250 fois présent sur Terre avant nous, et ça, il faut bien le percevoir et le comprendre. Alors, en ce qui concerne la taille des arbres, on n'est pas obligé de faire confiance donc à celui qui va nous dire qu'il faut vraiment un essimage important. Moi, ça m'est arrivé en campagne de faire couper le haut des arbres parce qu'ils étaient vraiment trop hauts et il a coupé nettement plus que 8 cm, c'est clair, sur des sapins. Oui, alors après, toutes les essences sont différentes. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un arbre, il a un gabarit à l'état adulte, il a une envergure, et si on le taille, il n'aura de cesse de repousser jusqu'à ce qu'il retrouve cette envergure-là. Donc on a meilleur temps de soigner son arbre régulièrement, éviter les grosses coupes, éviter qu'il y ait une rupture de branche qui fasse un foyer de pourriture, et puis de laisser pouvoir s'exprimer librement. Et puis il y a des moyens pour sécuriser un arbre, autre que simplement le rabattre, les cimer ou les péter, parce que de toute façon il va repousser, il sera encore plus dangereux après qu'avant. C'est que momentané, le fait de couper un arbre par la moitié, par exemple, parce qu'il va reprendre son envergure naturelle et initiale en quelques années, et puis en plus, les branches qui vont repousser, elles seront dangereuses parce qu'elles seront mal insérées sur le tronc. Oui. On peut dire, ça c'est important ce que vous venez de dire là, oui. Oui, mais comme on est un peu des novices, on a tendance à faire... de toute façon, on est obligé de faire appel à des gens qui ont les outils nécessaires pour faire ces choses-là. Donc on a l'impression qu'ils sont quand même au courant de ce qu'ils font et on est un peu obligé de leur faire confiance. Oui et non, hein. Vous savez, comme dans tous les métiers, il y a des actes d'incivilité qui se font et on peut considérer ces mauvaises pratiques comme des actes d'incivilité. Alors vous avez l'intime certitude que pour obtenir la confiance des arbres, il faut non seulement les écouter, mais il faut surtout les comprendre
puis dialoguer avec eux. Et donc pour y arriver, il est impératif de connaître leur monde, et c'est un peu ce que vous racontez dans votre livre. Oui, absolument. Et je dirais ce qui est essentiel, c'est que la perception de l'arbre par l'être humain est différente pour chaque être humain, si j'ose m'exprimer ainsi. C'est-à-dire qu'on va tous ressentir les choses différemment. Mais une chose est sûre, c'est qu'avant d'aller pour essayer de dialoguer avec un arbre, d'essayer de le comprendre, d'essayer d'avoir un échange, ce qui est surtout très 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 important, c'est de s'ouvrir, c'est d'être réceptif. Si quelqu'un est fermé, n'a pas la disponibilité, il n'arrivera jamais à percevoir les signes que lui envoie l'arbre. Par contre, si vous approchez d'un arbre, vous êtes calme, serein, patient, vous marquez un temps d'arrêt à 10-15 mètres de l'arbre, vous le regardez, tout d'un coup vous allez dire « Ah, mais il y a ça, il a ça ». Les choses vont venir, c'est inexpliqué. On parle de bienfaits magiques des arbres simplement parce qu'on perçoit un sentiment de bien-être, on perçoit certaines choses qui sont inexpliquées par la communauté scientifique. Et à partir du moment où c'est inexpliqué, c'est magique. Je dis à ce propos qu'il y a plusieurs siècles en arrière, on brûlait les sorciers et les sorcières qui étaient porteurs de ce savoir, la même chose que le secret. Et là, il y a une perte de ce savoir, de connaissances et de connaissances particulières des arbres, ainsi que toutes les périodes de peste successives sont décimées des générations très proches. Et là, on a perdu ce savoir ancestral qu'on connaissait et que sur d'autres continents, ils ne l'ont pas perdu, ils l'ont conservé. Mais nous, en Europe, on a perdu. Donc, on doit réapprendre le savoir ancestral que nos aïeux avaient. Alors vous dites qu'il y a plus de 250 millions d'années, l'arbre a plus de 250 millions d'années, et que l'homme moderne, quant à lui, il est apparu il y a seulement 200 000 ans. Donc les arbres sont beaucoup plus vieux que nous, il y a de grandes chances qu'ils soient là après nous, qu'ils arrivent à s'en sortir malgré le fait que la planète va pas bien. Ils ont peut-être plus de chances de s'en sortir que l'homme. Je pense qu'ils ont beaucoup plus de chances de s'en sortir que l'humanité, puisque les arbres ont justement 1250 fois plus l'expérience de la vie, ils ont une faculté d'adaptation énorme. Alors on me dirait, par rapport à l'être humain qui peut réfléchir à notre échelle au niveau aux capacités intellectuelles, mais qui peut aussi se déplacer, on a l'impression que l'arbre, il est là, puis il subit. Mais non, pas du tout. L'arbre ne subit pas, l'arbre se défend, l'arbre peut avoir des peurs, des craintes, et puis il a des réactions. Il a une capacité d'adaptation énorme, puisqu'il a passé en tout cas déjà 3 périodes glaciaires et des changements climatiques importants, et chaque fois il s'est adapté. Alors il a avancé, il s'est déplacé, il a disparu à certains endroits, mais l'arbre en lui-même est resté. Après la dernière période glaciaire, l'Europe était reconquise par les chênes qui sont développés à partir de quelques points du sud de l'Europe à la vitesse de 300 mètres secondes. Ça va bien. Ça fait beaucoup, là. À la vitesse de 300 mètres par année. Oui. Ça peut paraître long, mais à l'échelle d'un arbre, qui peut vivre un chêne jusqu'à 800 ans, voire plus, c'est considérable. Ça veut dire qu'il faisait des petits. Ça veut dire que les glands étaient transportés, et au fur et à mesure, chaque année, ça allait 300 mètres plus loin en moyenne. Et ça, il faut l'appréhender, il faut le percevoir par rapport aux arbres qui, contrairement à l'être humain, aiment la lenteur. On est stressé, on va toujours vite et tout, c'est notre nature, on est comme ça. On vit en moyenne que 800 ans. Vous voyez, un chêne, il vit 800 ans, il a 10 fois plus le temps que nous. Alors, depuis le début de l'humanité jusqu'à ce jour, près d'1 mètre de carré de forêt sur 2 a disparu. Il y a 12 000 ans, vers la fin de la dernière période glaciaire, la Terre comptait 5 600 milliards d'arbres. Comment ils ont pu les compter? Comment ils ont réussi à calculer ça? Alors, par rapport aux arbres actuellement, c'est des algorithmes informatiques qui ont permis de scanner par image satellite le nombre d'arbres qu'il y a maintenant. Et puis après, ils ont reporté ça par rapport à des recherches géologiques, d'archéologie et puis de géologie. Et ils ont réussi à savoir de quoi étaient constituées les forêts, où elles étaient. Par exemple, si vous aviez un bassin houillé, dedans, il y a toutes les informations pour savoir combien de temps il y avait cette forêt. Tout. Donc ils ont réussi à reproduire, reschématiser la composition forestière de la Terre. Et justement, c'est pas comparaison qu'ils ont réussi à dire, voilà, il y a 1 mètre carré de moins qui a disparu depuis l'humanité. Mais à noter que le début de l'humanité, c'est seulement il y a 200 000 ans, c'est pas si vieux que ça.
Donc on est passé ensuite au temps de la mécanisation, de l'industrialisation et de l'urbanisation. Actuellement, il n'y a plus que 300 milliards d'arbres sur Terre, soit 400 arbres pour un être humain. 15 milliards sont sacrifiés chaque année dans le monde sur l'autel du développement de l'humanité. La biodiversité arboricole actuelle est de 60 000 espèces d'arbres réparties sur la surface de la Terre, et sur cet inventaire, près de 9 600 essences sont menacées d'extinction, et pour 300 d'entre elles, il subsiste moins de 50 spécimens. On parle de la disparition des animaux, mais on oublie la disparition des arbres aussi. Oui, effectivement, les arbres sont là pour le salut de l'humanité. L'arbre, si on parlait au début de votre lecture de l'urbanisation, l'arbre a besoin de soins parce qu'il est avec l'être humain. Il vit en symbiose avec. On parlait de l'urbanisation. L'arbre et l'être humain cohabitent, et c'est à cause de cette cohabitation qu'on doit procéder à des soins aux arbres pour éviter qu'il y ait des branches mortes qui tombent, pour éviter qu'il y ait des ruptures de branches, qu'il y ait des accidents. Mais l'arbre n'a pas besoin de l'humanité pour vivre. Par contre, l'homme sans l'arbre, en ville, par exemple, ça devient invivable, puisque, comme vous le savez, l'arbre est bienfaisant. Mais sous quel angle? Simplement parce qu'il amène une fraîcheur, il amène de l'humidité relative, et ça, c'est par rapport au climat urbain, c'est essentiel d'avoir beaucoup d'arbres en milieu urbain. Mais le milieu urbain n'est pas propice au développement des arbres. Ça veut dire qu'on doit faire plus d'efforts, on doit plus les comprendre, plus mettre de moyens à disposition pour préserver ces arbres, et pas simplement sur une durée réduite de 30-40 ans, ce qui est la moyenne de vie d'un arbre en ville, qui est très peu. On doit avoir des arbres beaucoup plus grands, beaucoup plus vieux, justement, qui apportent encore plus de bienfaits, qui permettent d'abaisser les températures en ville et d'amener de l'humidité relative. C'est pour ça qu'il faut couvrir les sols, les revêtements minéraux, justement pour éviter qu'ils réceptionnent la chaleur, qu'ils accumulent la chaleur et qu'ils la restituent. Oui. On parle aussi de toitures végétalisées, on parle aussi d'arbres plantés sur des immeubles. C'est exactement ça qu'il faut faire. Il faut absolument éviter cette accumulation de chaleur dans le béton. Oui, alors des arbres plantés sur le toit des immeubles, ils n'auront pas des racines très profondes. Non, mais il existe une multitude d'essences qui sont de petits arbres qui permettent justement d'apporter les bienfaits des arbres aussi sur des toitures végétalisées, des arbres qui vont jusqu'à 4, 5, 6 mètres, qui n'ont pas besoin d'une grosse épaisseur de terre pour se développer et qui justement permettent d'amener leur action bienfaitrice en ville. Alors c'était intéressant ce que vous venez de dire, Stéphane Krebs, parce que depuis que je suis toute petite, on me dit que quand je vois un arbre, il y a la même longueur de racines en dessous. Est-ce que c'est vrai? Oui, c'est plus vaste, beaucoup plus grand, c'est un minimum. Donc un arbre de 6 mètres qui soit sur un toit, les racines vont être comment alors? Alors, vous parlez de 6 mètres de hauteur, alors elles peuvent aller jusqu'à 6 mètres de profondeur. S'il y a de l'oxygène, s'il y a de l'eau, elles doivent aller chercher dans un terrain normal. Quand vous êtes sur un sol qui est inculte un sous-sol, qui est inculte au développement de racines, comme par exemple sur une toiture, elles vont aller à l'horizontale. Les racines nourricières des arbres qui sont en surface permettent justement d'avoir toute la matière organique nécessaire à leur développement. Après, il y a les racines qui vont en profondeur, qui vont chercher quelques éléments très particuliers comme l'eau, et puis aussi les racines stabilisatrices. Mais les racines d'un arbre peuvent aller en surface jusqu'à 2, 3, 4 fois, 5 fois, voire même 10 fois le diamètre de la couronne plus loin que l'arbre pour se nourrir. Je pense notamment aux cyprès d'Italie ou les peupliers d'Italie qui ont un système racinaire très profond qui va très loin, bien au-delà de la couronne, puisqu'ils sont fastidiés. On rappelle ce que c'est que la couronne? La couronne, c'est la partie des branches et du feuillage de l'arbre. On appelle aussi le houppier. Après, on a le tronc, c'est ça, et en bas, on a... Alors, on a le collet, qui est la partie entre la partie racinaire et la partie aérienne, qui est au ras du sol. Et ça, c'est une partie qui est très sensible par rapport c'est la plus vulnérable, c'est celle qui est la plus exposée, par exemple aux accidents de machines, aux accidents de voitures, à toutes les déprédations qui peuvent se faire. Donc c'est vraiment une dizaine de centimètres, quinzaine de centimètres au pied. Et puis les arbres, si on les remblait, si on dit
a des problèmes de niveau de terre autour de notre jardin, bon, on le remblaye, eh bien, le fait de le remblayer, ça va le faire pourrir. Parce que la qualité du bois est différente pour le tronc que pour les racines. Les racines sont capables de se développer sans pourrir dans le sol, donc elles sont constituées différemment que la partie aérienne, qui est là pour résister aux intempéries, aux aléas de l'atmosphère. Alors vous dites on sait moins que le tronc des arbres. Le tronc des arbres sur pied s'allonge en période d'eau vive et s'épaississent en période d'eau morte. C'est quoi ces eaux vives et ces eaux mortes? C'est lié à la Lune. C'est lié à la Lune. Et les périodes d'eau vive et d'eau morte, c'est simplement les marées. Alors, quand la Lune est alignée avec le Soleil et que la Terre est entre deux, ça tire l'eau de part et d'autre. Ça veut dire que ça fait des marées hautes. Et du coup, c'est la même chose dans les arbres. Au niveau des troncs, les arbres grandissent un peu légèrement en période d'eau vive, et puis en période d'eau morte, qui est l'inverse, quand la Lune est à 45 degrés du Soleil par rapport à la Lune, eh bien justement, c'est beaucoup plus faible. Mais c'est la même chose pour les bourgeons. Et les bourgeons, même si on est au même stade de développement, ils s'épaississent un peu, ils grossissent un peu et ils diminuent aussi en fonction de la Lune. Et ça, c'est des recherches tout à fait récentes qui ont été faites tout récemment. Et ça, on ne le savait pas avant. Alors c'est infime, mais ça veut dire qu'il y a Comment expliquer ça? Il y a une influence de la Lune sur le végétal. D'ailleurs, on sait qu'à certains endroits, la croûte terrestre monte jusqu'à 30 cm en fonction du passage de la Lune. Les jardiniers savaient bien cultiver avec la Lune, hein. Ça c'est clair, ils le savaient. Ils le savaient, on réapprend ces savoirs maintenant, on les réapplique. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que l'influence de la Lune est diminuée parce que notre environnement est pollué de plusieurs choses, hein, que ce soit des produits, que ce soit des ondes et autres. Et du coup, l'influence de la Lune est amoindrie à cause de cette pollution. Oui, alors quand vous dites que les ondes, vous parlez des ondes des ondes Wi-Fi, des ondes... Est-ce que ça a une influence justement sur le végétal? Alors certainement, puisque ça a une influence sur nous, êtres humains et les animaux, et sur le végétal également. J'étais à Dublin cet hiver, et en plein hiver, pour Nouvel An, il y avait un platane qui était encore en feuille. Il était en feuille parce qu'il était à proximité d'une source de chaleur et de lumière. Donc il n'a pas perdu ses feuilles. C'était un gros platane et c'était une branche qui était conséquente, hein, qui avait en tout cas 5-6 mètres de longueur. Et il a gardé ses feuilles. Pourtant, il faisait froid. Donc vous voyez, il y a une influence de ce côté-là. Et du coup, on est en droit de percevoir qu'il y a aussi une influence des différentes ondes. Mais ça, c'est encore quelque chose qui est inexpliqué pour les arbres. Vous voyez déjà les interférences par rapport à la 5G, par rapport à l'être humain, ça, c'est encore difficile, c'est pas encore prouvé s'il y a une influence ou pas. Alors vous voyez, pour faire des recherches au niveau des arbres, on a encore quelques décennies à attendre, parce que c'est pas un enjeu majeur pour l'être humain, pour la communauté scientifique. Par contre, il faudrait absolument pouvoir avoir plus de moyens pour faire plus de recherches au niveau des arbres, parce que le salut de l'humanité est au travers de l'arbre. On dit que c'est le poumon de la Terre, hein, donc c'est quand même eux qui nous permettent aussi de respirer. Absolument, donc au-delà de l'Amazonie, il faudra avoir d'autres arbres beaucoup plus présents dans tous les continents. Et surtout pas déforester, préserver, trouver une coopération entre l'arbonité et l'humanité, plutôt que couper les forêts pour mettre d'autres plantes. Alors vous dites que les arbres vivent en famille au sein d'une société structurée. Est-ce qu'ils communiquent entre espèces? Alors les arbres communiquent au sein d'une même espèce, mais également d'une espèce à l'autre. Alors on connaît surtout d'espèce à espèce, parce que là il y a eu des cas où ça s'est avéré, par exemple les koudous et les acacias en Afrique du Sud, où là c'était avéré que les arbres se prévenaient de l'arrivée des troupeaux pour se défendre, pour augmenter leur feuillage de tanin à une vitesse importante, puisqu'ils le doublaient en un quart d'heure. En 4 heures, il était 4 fois plus. Et le tanin était toxique pour les koudous, et les koudous mouraient. Donc c'était une stratégie planifiée, organisée de défense par rapport à un sentiment de crainte, de peur des arbres. Ce cas-là qui a permis justement
vu que ça avait une influence énorme au niveau économique en Afrique du Sud, cette mort de dizaines de milliers de koudous, le gouvernement a mis les moyens pour essayer de comprendre pourquoi, et c'est grâce à ces moyens qu'il y a de la recherche qui a été faite et qui a permis d'identifier justement cette influence des arbres entre eux et cette coopération des arbres entre eux. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait pour les koudous, alors? Le fin mot de l'histoire, c'était qu'il y avait une surpopulation de koudous dans certaines réserves. Et du coup, les koudous, ils mangeaient tout ce qu'ils avaient, puisqu'ils n'avaient pas assez à manger. Et du coup, ils mangeaient les feuilles d'acacia. Ils n'avaient rien d'autre à manger, donc ils mangeaient ça. Donc, ils se sont empoisonnés. L'arbre a empoisonné les koudous. Donc, ils ont donné à manger aux koudous pour régler le problème? Exactement. Puis, ils ont abaissé un peu la concentration de koudous à l'extérieur. Deuxième partie de cet Au-delà du miroir avec Stéphane Krebs par téléphone de Suisse. Nous parlons des bienfaits magiques des arbres. C'est un livre qui est édité aux éditions Fabre. Stéphane Krebs vous dit que certains arbres sont ce que l'on appelle des arbres mères. Alors, qu'est-ce que c'est que des arbres mères et pourquoi n'y aurait-il pas des arbres pères? Alors ça, c'est un terme purement humain par rapport aux arbres. C'est l'arbre des fois est féminin dans certaines langues, d'autres masculins. Donc l'arbre mère, l'arbre père. L'arbre mère, c'est un terme qui a été créé par l'être humain. Mais pourquoi, au-delà de la dénomination, pourquoi? Simplement parce que quand vous êtes en forêt ou même sur un terrain vierge, vous avez un arbre qui se développe, un magnifique un hêtre par exemple, qui se développe. Il fait ses graines, qui tombent au sol, qui germent, et les arbres poussent très lentement. Les premières années ils poussent très lentement. Pourquoi? Parce que c'est des conditions difficiles. Ils sont à l'ombre de l'arbre père ou mère. Et puis, pour se développer, eh bien, ils vont faire par cause de pignâtrité, d'assiduité, et puis ils se développent très lentement. Et ce qui est intéressant, là, je fais le parallélisme avec le terme Baumschule, la pépinière, le nom de la pépinière en allemand. Baum, l'arbre, Schule, l'école, donc l'école des arbres, et on peut percevoir ces arbres qui sont élevés à l'abri de la couronne de l'arbre père ou de l'arbre mère, et puis qui vont se développer au fur et à mesure que cet arbre-là leur donnera la possibilité, parce qu'ils auront plus de lumière, il leur donnera la possibilité de se développer à 1, 2, 3, plusieurs, et puis après, ça sera la course d'accès à la lumière, et ils vont se développer entre eux. Et tous ces arbres sont interconnectés entre eux. L'arbre père ou mère a des connexions, elle nourrit justement ses petits, sa progéniture, de manière à les entretenir pour que le jour où lui viendra périr ou à devenir plus faible, il puisse ait les ressources pour se développer. Et ces dizaines d'années d'éducation où ils sont élevés, c'est extrêmement important. C'est comme ça qu'on fait des arbres qui deviennent vieux. C'est pas en ayant des arbres qui poussent très vite tout de suite et tout. Non, la formation est importante aussi pour les arbres. Alors comment on fait pour, vous c'est la fin de votre livre, mais qu'est-ce qu'il faut faire pour planter un arbre? Pour planter un arbre et pour qu'il ait des chances de grandir, même si c'est pas rapidement. Effectivement, un chapitre dans le livre, j'ai décrit en 12 points ce qu'il faut faire pour planter un arbre. Alors, au-delà des considérations pratiques de la plantation d'un arbre, il y a tout l'aspect réflexion préalable. Pourquoi je veux planter un arbre? Quelle surface j'ai à disposition? Quel sera l'avenir de ce terrain plus tard? Parce qu'on est sûr qu'il n'y aura jamais rien. Quelles sont les conditions du sol? Quel est l'environnement de cet arbre? Est-ce qu'il est très à l'ombre ou pas? Est-ce qu'il est à la campagne? Est-ce qu'il est en ville? Donc, tout ça, c'est des facteurs à prendre. Aussi l'ensoleillement, la rétention d'eau du sol. Ça, c'est important de le voir. Et puis de regarder quels sont les arbres qui poussent bien, qui se développent bien aux alentours, de manière à se dire, s'il n'y a pas telle essence, c'est peut-être pas pour rien. Puis après, on essaie de planter des arbres qui nous correspondent. Les arbres qu'on affectionne. Des arbres qui peuvent être liés à notre identité, à nous-mêmes, par rapport au calendrier celte, par exemple, que je cite également, par rapport à la date de naissance. On arrive à connaître notre arbre fétiche, notre arbre représentant. On peut dire, tiens, mais je vais planter un frêne parce que c'est mon arbre fétiche au niveau du calendrier celte. Et puis après, regardez quelle est la place qu'on veut qu'il prenne cet arbre, quelle est l'envergure qu'il va prendre. Il existe maintenant des variétés ou des espèces qui sont de plus petites dimensions, qui permettent justement d'amener des arbres en ville ou dans des endroits plus exigus, tout en bénéficiant des bienfaits. J'aborde également ce sujet
au terme du livre, avec toute une série de déclinaisons d'arbres de petites dimensions qu'on peut intégrer en ville, en milieu urbain. Et puis après, il y a toutes les phases de plantation, alors qui sont la creuse du trou, la préparation, la tente, la fumure, l'élévation, la conduite de la couronne et toute cette partie-là. Oui. On plante un arbre pour se faire du bien à nous et à nos enfants. Oui, avant on plantait des arbres à la naissance des enfants, c'est clair. Et on mettait même le placenta de la mère qui avait accouché, on l'enterrait au pied d'un arbre pour que l'enfant reste dans le village. Ça se fait plus, ça. Pourquoi ne nous comprenons-nous pas avec les arbres? Il y a un petit dessin à la page 35 où on voit une tête d'adulte avec plus ou moins un cerveau et de l'autre côté une coupe d'arbre avec toutes les circonvolutions de l'arbre. C'est un peu similaire quand même quelque part. Alors c'est similaire et très très différent. Déjà, nous on aime la rapidité, l'arbre aime la lenteur. Les signes qu'il nous transmet sont extrêmement longs. Et du coup, on n'a pas l'habitude. Ils sont extrêmement longs, c'est-à-dire que si moi je vous parle, si je vous dis le mot arbre comme ça, ou si je dis le mot arbre et que je prends 5 minutes pour le dire en décomposant tout, vous n'allez pas comprendre que je dis le mot arbre. Donc c'est ce même genre de réflexion qui font qu'on n'arrive pas à se comprendre. Il y a aussi la question du volume. L'arbre peut-être vous communique, mais extrêmement faiblement. Et nous, c'est inaudible pour nous. Il y a aussi la tonalité entre les graves et les aigus, les différentes fréquences des ondes. Et puis, aussi la vitesse de propagation du son, ça c'est intéressant aussi. Dans un être humain, si on se parle en face, le son est porté par l'air. Et l'air, c'est 340 mètres secondes. Un arbre, si on prend de nouveau un être, c'est 9 fois plus vite, c'est plus de 3000 mètres secondes la vitesse de transmission du son à travers le bois. Et quand on sait que les arbres sont connectés par les racines qui sont soudées, et les réseaux mycéliens, vous vous rendez compte de la vitesse potentiellement, la vitesse du son à travers le bois que ça peut avoir. Donc il y a plein de choses qu'on ne connaît pas. Hein. Et ça, il y a énormément de choses à découvrir au niveau recherche scientifique. C'est des choses qui vont pouvoir nous apporter quelque chose à l'humanité. Stéphane Krebs, quand vous dites que vous les entendez, est-ce que vous les entendez, vous? Alors, si vous parlez d'entendre les arbres comme on échange à présent de vous à moi, non, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça et c'est des signes, on doit être sensible à certaines choses qui sont incompréhensibles. On est encore dans la magie parce que c'est inexpliqué. C'est vrai que je me retrouve devant un arbre, au pied d'un arbre, et j'ai un senti, il va pas bien, ou il y a un problème, ou on ne sait pas d'où ça vient. Mais si on est réceptif, on entend ces choses-là, on les ressent. C'est plus un ressenti que vraiment une écoute de l'oreille. C'est vraiment important de comprendre que l'arbre nous envoie des signaux, mais il faut être réceptif. Et si on est réceptif, c'est notre cerveau qui fait la différence. Oui. Mais si on est fermé, on dit, moi je n'écoute pas les arbres, ou j'écoute les arbres, mais j'entends que le bruit dans le feuillage, non, c'est pas ça. On parle à un autre échelon philosophique. Ok. C'est très pragmatique, mais très pragmatique. Des fois, on est en petit groupe et on dit qu'est-ce que tu entends, qu'est-ce qu'il dit cet arbre, qu'est-ce que tu ressens. Des fois, c'est très similaire ce qu'on ressent. Mais c'est que des petits groupes, il faudrait faire ça à beaucoup plus large échelle avec des centaines de personnes pour essayer de tirer des déductions. Et puis après, avec les moyens technologiques actuels, on pourrait mettre tout ça en lien et puis avec des algorithmes pouvoir définir certains traits. Ça, je suis sûr que la science actuelle nous permettra de découvrir beaucoup de choses de ce point de vue-là. Vous parlez de la symphonie des arbres aussi à un moment dans votre livre. Oui, ça c'est magnifique, ça. C'est magnifique. Tous les bruits qu'il peut avoir, il y a tous les instruments d'un orchestre symphonique qui sont audibles. Si on prend le temps de s'asseoir et d'écouter, on les entend tous. C'est magique. Vous dites que les arbres ressentent des émotions et qu'ils font preuve de timidité. Alors les émotions qui ont été identifiées de manière scientifique actuellement, c'est la crainte et la peur. On arrive à définir maintenant, est-ce que l'arbre est un peu stressé pour des questions de crainte ou de peur. Et puis la timidité, c'est une observation quand vous êtes dans la forêt, une forêt feuillue par exemple, et que vous regardez le ciel, vous remarquerez entre chaque arbre, chaque couronne d'arbre, il y a un liseré
où vous voyez le ciel. Donc c'est un découpage de l'arbre. Et en fait, l'arbre, il est timide, il va jamais interpénétrer ses branches avec celles d'un autre. En forêt, il y aura ce respect mutuel où il y a une zone de lumière qui reste un no man's land où personne va, où ils s'arrêtent à 50, 60, 70 cm les uns des autres. Et ça, c'est ce qu'on appelle la timidité des arbres. Oui, il y a tous les autres sentiments qu'on doit essayer de comprendre, mais ça, c'est pas encore prouvé scientifiquement. Alors, est-ce qu'ils ont une mémoire ? Est-ce qu'ils ont un cerveau ? Les arbres ont une mémoire. Vous prenez par exemple Mimosa pudica, qui a un feuillage, quand vous l'effleurez, il se ferme. Et lorsque vous prenez ce mimosa puis vous le laissez tomber en pot de 20 cm, il va se fermer. Les feuillages vont se fermer. Si vous faites ça une dizaine de fois, il va se fermer. Mais à partir d'un certain nombre, il ne se fermera plus. Parce qu'il aura compris que le fait de tomber de 20 cm, c'est pas dangereux pour lui. Et du coup, il n'a pas de crainte à avoir, donc il ne va pas se protéger, il ne va pas fermer son feuillage. Si vous attendez un mois et demi, vous recommencez, il va de nouveau se fermer, parce qu'il aura oublié. Donc c'est toutes des choses qui sont super intéressantes à voir. Il vit très longtemps, mais il n'a pas une mémoire à long terme. Ah, j'ai pas dit ça. J'ai dit que la réaction, il l'avait potentiellement évincée. Ça ne veut pas dire qu'il ne se souvient pas. Après, la mémoire au sens que nous, on a du terme mémoire, l'arbre, on n'a pas encore identifié une partie qui serait le cerveau de l'arbre. Mais par contre, c'est possible que la mémoire de l'arbre soit dans chacune de ses cellules. Ça, c'est une théorie. L'autre théorie, c'est que ce soit au niveau des racines. Mais pour l'instant, on n'a rien identifié de ça. Ce qu'on sait par contre, c'est qu'avec la dendrochronologie, on arrive à reconstituer les milieux environnementaux il y a 10 000, 15 000, 20 000 ans, voire plus. La même chose que les bois pétrifiés. On sait également maintenant depuis peu qu'on est capable de synthétiser de l'ADN, de le reconstituer, donc de fabriquer pour stocker des données importantes dans un petit bout d'ADN. Donc on dit que l'ensemble des connaissances et des données informatiques sur toute la Terre pourraient être enfermées dans un carton à chaussures, stockées sur de l'ADN. Donc vous voyez, la mémoire, il y a un potentiel, elle est là, mais on n'a pas encore trouvé. C'est quelque chose de magique. La mémoire, ok. Et la conscience, alors ? Est-ce que l'arbre a conscience ? Alors, je pense que l'arbre a une conscience dans le sens qu'il ne veut pas le mal de l'humanité. Et l'arbonité, au sens large du terme, a fait un pacte il y a 200 000 ans. On n'est pas à quelques milliers d'années près, mais au début de l'humanité, elle dit « Ok, tu peux venir, on va cohabiter. Parce qu'autrement, l'arbre aurait peut-être trop pris le dessus. Mais il y a eu un pacte qui dit « Ok, on va s'arranger. » Et l'homme vit sur Terre parce qu'il y a des arbres, parce que ça lui a permis d'avoir des conditions favorables au développement de l'être humain par rapport au gaz carbonique. Ce gaz carbonique de l'atmosphère est capté par l'arbre et il est stocké dans le bois. Et après, potentiellement, ça fait du charbon ou du pétrole. Et c'est les arbres qui ont fait ça. C'est la végétation, c'est les arbres qui ont stocké dans leur tronc le gaz carbonique de l'atmosphère et qui l'a enterré. Ils se sont enterrés avec leurs réserves de carbone, de bois, dans le sol et qui a permis d'avoir une condition viable sur Terre pour l'humanité et les animaux. Troisième et dernière partie de cet Au-delà du miroir sur l'antenne d'IDFM Radio Anguin, sur le 98 de la bande FM avec Stéphane Krebs, les bienfaits magiques des arbres. On a vu un peu leur développement. On sait qu'elle est au niveau de la terre, qui nous apporte de l'eau. On a vu aussi qu'il pouvait y avoir une symphonie des arbres. En dernière partie, j'aimerais que vous nous disiez comment vous ressentez les arbres, vous. Comment vous les ressentez quand vous arrivez dans un endroit où les arbres vous sont inconnus. Je vous parle pas des arbres que vous connaissez depuis votre enfance. Je me les imagine par rapport à leur feuillage. Donc je marque toujours un temps d'arrêt avant, et puis il y a quelque chose qui doit se passer. Je ne peux pas vous dire exactement quoi. À un moment donné, on va dire ok, on est prêt. Et puis à ce moment-là, on regarde le feuillage de l'arbre. On peut l'apparenter, je l'apparente à une chevelure, les fleurs et les fruits à des parures. Et à ce moment-là, on arrive à ressentir certaines choses. Et il faut exprimer, écrire, voire exprimer ce qu'on ressent, parce que ce ressenti-là, il n'est pas là par hasard. Il est là parce qu'il y a une communication qui se fait, et ce ressenti-là, on a souvent le même avec plusieurs personnes. Quand on se met autour d'un arbre,
Et puis après, on peut discuter de plein de choses, mais c'est quelque chose qui est très personnel. Et chaque être humain interprète différemment les signes qui sont transmis par un arbre. D'accord. Après, vous avez un chapitre sur beaucoup d'arbres. Hein. D'abord, les 7 arbres du bosquet sacré des druides, le bouleau, l'aulne, le saule, le chêne, le houx et sûrement le noisetier sont des arbres sacrés. Oui, le pommier aussi, je ne sais pas si vous l'avez dit. Exactement, oui, c'est des arbres qui faisaient partie du bosquet des druides et qui ont une signification très importante dans la culture celte. On les retrouve également dans le calendrier celte. Et ça, c'est des choses qui sont importantes. Et puis après, vous avez tous les autres arbres du calendrier celte qui sont évoqués. À chaque arbre, vous n'avez pas mis ses propriétés thérapeutiques, mais plutôt vous avez mis son âme, enfin, à quoi il correspond, on est d'accord du point de vue... Oui, pour chaque arbre, j'ai un surnom. Par exemple, le bouleau, c'est l'élégant érudit. Ou bien, si on prend le saule, c'est un apothicaire contorsionniste. À Paris, il y a un arbre qui a été planté en 1606. Je ne sais pas si vous le connaissez, il est toujours là. En face de Notre-Dame, dans un petit square, 1606. Quand je le vois, alors il est tout étayé, hein, ils lui ont mis des choses en béton pour le tenir. C'est un robinier. 1606, je me dis qu'il a vu la Révolution, qu'il a vu tellement de Parisiens passer à ses pieds que franchement, quand je le regarde, je me sens toute petite. C'est des arbres magnifiques, des arbres monumentaux qui ont une histoire, qui sont imprégnés de tout ce qu'ils ont vécu. Et si on arrivait à les faire parler, vous imaginez pas tout ce qu'ils nous raconteraient. On n'y arrive pas encore, mais un jour viendra. Et ça sera juste quelque chose pour l'humanité, quelque chose de magique. Vous dites aussi qu'on peut, à défaut d'avoir des arbres chez soi, on peut avoir des plantes, mais qu'il convient de se renseigner en détail au sujet de la cohabitation des plantes choisies avec des animaux de compagnie au vu de la toxicité de certaines d'entre elles, notamment pour les chiens et les chats. Quelles sont les plantes toxiques? Alors, je dirais le Dieffenbachia, qui est une plante toxique. Il y en a... C'est difficile de mettre une liste, c'est pour ça que je ne l'ai pas fait, une liste restrictive, parce qu'il y a des plantes qui sont toxiques pour tel animal et pas l'autre, d'autres pour tous. Alors, c'est important de faire attention et être renseigné auprès d'un vrai professionnel sur la toxicité des plantes qu'on met. Mais c'est en lien par rapport à nos animaux de compagnie. Si une personne n'a pas d'animaux de compagnie, il n'y a pas de problème. Après, s'il y a des enfants, c'est aussi une problématique. Il y a même des arbres qui sont dangereux dans la nature. Le sumac est très dangereux aussi au niveau des fleurs qui fait les fleurs rouges, là. Le sumac. Oui, alors il y a une toxicité, mais vous savez, si on connaît les arbres, si on sait, il ne faut pas se priver d'un bel arbre. Le sumac est par exemple un très bel arbre avec un magnifique feuillage d'automne, oui. Qui a un port hyper élégant. Et si on connaît sa toxicité, on ne va pas consommer ça, c'est pas un souci. C'est pas un souci. Vous voyez, par exemple, le noyer, on dit l'ombre des noyers est mauvaise, mais il y a des gens qui aiment bien se retrouver parce qu'il fait très frais sous les noyers en été. Donc, il y a de tout. Après, il faut faire attention à certaines choses. Il faut bien les connaître. Par exemple, l'ivre, qui est hyper toxique, faisons attention, mais c'est pas parce qu'un arbre est toxique qu'il ne faut plus en planter. Au contraire. En plus, l'ivre, c'est un arbre hyper résistant à tout. Donc, pourquoi s'en priver? L'être humain ne connaît pas les arbres. Vous voyez, les 60 espèces indigènes d'arbres qu'il y a en Europe, environ, ces genres d'arbres-là étaient connus de nos aïeux. Et les gens savaient qu'il ne fallait pas faire ci, pas faire ça. Maintenant, c'est un savoir qui est perdu. Les gens en ville ne savent pas reconnaître un arbre d'un autre, et celui qui est toxique de celui qui n'est pas toxique. Alors qu'avant, c'était un savoir qui se transmettait de génération en génération, c'était quelque chose de normal et de courant que tout le monde devait savoir, c'était un savoir de base. On l'a perdu. Alors, qu'est-ce qui est aussi toxique dans l'if? Alors, dans l'if, tout est toxique dans l'if. Les racines, le tronc, l'écorce, le feuillage, les branches, tout est toxique. Il y a une chose qui n'est pas toxique, mais il faut prendre avec des pincettes parce que c'est une toute infime partie. C'est quoi? Tout est toxique. Alors, vous écoutez bien jusqu'au bout, parce qu'il ne faut pas aller les manger comme ça. Quand vous avez le fruit, c'est un fruit rouge. Et dedans, il y a une graine. La graine noire au milieu est toxique. Mais la pulpe autour l'est pas. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut aller les manger, parce que... c'est un anticancéreux, l'if aussi, Oui, mais c'est pas parce qu'il y a un médicament qui était... C'est vrai, ça fait partie des bienfaits des arbres aussi, une molécule qui est de taxol qui est produite par l'if, qui est utilisée maintenant pour traiter des cancers, notamment le cancer du sein. Mais c'est pas parce que l'if a cette propriété-là qu'il faut manger de l'if pour soigner son cancer. Non, on est bien d'accord. Il y a un accident malencontreux. Donc, à titre d'exemple, un bout de 10 cm de feuillage
d'if tue un cheval. Il faut vraiment, vraiment faire attention. Mais les chevaux vont pas s'amuser à manger ça quand même. Donc il faut faire attention si vous avez des chevaux. Avec les chevaux, il faut faire attention, ça c'est bien connu des cavaliers, mais l'être humain aussi. Mais on plante des ifs dans les jardins, c'est une plante magnifique, c'est une plante qui est persistante, qui a une grosse signification. Et ça, il faut planter des ifs, mais il faut savoir qu'il ne faut pas les consommer, que c'est toxique. Et puis il faut l'apprendre aux enfants. Qu'est-ce que vous pourriez dire pour terminer l'émission, Stéphane Krebs? Alors en conclusion, je dirais, allons rendre visite aux arbres, allons les visiter, allons les voir, réapprenons à les comprendre, réacquérons le savoir qui a été dispensé par nos amis les arbres depuis des millénaires. On doit se réapproprier ce que nos ancêtres savaient, et puis planter des arbres en ville, planter beaucoup d'arbres justement pour minimiser l'impact des revêtements, du béton sur notre climat ambiant. Et puis je pense que l'humanité trouvera son salut dans le génie des arbres, notamment par rapport à leur incroyable capacité d'autosuffisance, parce que les arbres se débrouillent avec la photosynthèse, avec leur production métabolique, et ils sont complètement autonomes, ce que nous, on n'est pas. Ça fait réfléchir, et puis on peut se soigner avec les arbres, aller mettre son dos contre un arbre, lui demander de nous libérer de nos tensions, et ça marche très très bien, ils sont généreux les arbres. Bon, bah, en tous les cas, les arbres, moi je vous dis, quand j'ai mal dans le dos, je me mets, un quart d'heure après, mon mal est parti. Hein. Oui, et le témoignage que vous avez là, c'est quelque chose d'incroyable que j'ai vécu, c'est-à-dire à partir du moment où le livre a été publié, le nombre de personnes que je croise, des gens que je connais pas, qui viennent me confier leurs expériences et leurs relations avec leurs arbres, même des fois des choses très 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 intimes. Pas plus tard que la semaine passée, j'ai rencontré une amie d'école que je n'avais pas vue depuis trop tôt. Elle était avec son mari, sa fille, et son mari me dit, vous savez, une fois, donc c'est un sportif de haut niveau, et il me disait, je fais une bonne course à pied, et là je me suis arrêté, j'étais fatigué à la fin, j'ai appuyé mon tronc contre ma tête, vous voyez, c'est un lapsus révélateur, ma tête contre le tronc d'un chêne, et là tout d'un coup, tout mon cardio est descendu, et tout s'est stabilisé, j'en ai même eu peur. Et c'était impressionnant de le voir confier ça, et je n'avais pas confié avec sa femme, mais sa femme l'apprenait. Et dans la foulée, sa fille, il y avait une douzaine d'années, a dit, oui, mais moi j'ai aussi une relation avec un sapin, ça me fait la même chose. Alors c'est drôle, parce que les gens se confient vraiment. On a libéré cette parole-là, cette forme de parole auprès des gens, et ça, c'est quelque chose d'assez incroyable. Hein. Oui, et puis quand on lui demande un soin, il faut le remercier, lui demander s'il est d'accord. Voilà, c'est une belle histoire entre l'arbre et l'humain. On parle de l'arbre de vie, hein, donc ils sont là pour nous donner la vie quand même. Oui, tout à fait, et ils nous ont donné la vie. Ils ont rendu l'atmosphère respirable pour l'être humain. Les bienfaits magiques des arbres sont publiés aux éditions Favre, qui est une édition suisse. Hein. Absolument, avec une représentation à Paris. Je vous remercie Stéphane Krebs, merci beaucoup. Merci à vous, et puis merci d'avoir donné l'opportunité aux arbres de s'exprimer un peu au travers de votre émission.